Une semaine après le mariage de mon fils Massia, ma belle-fille Vanessa a frappé à ma porte, accompagnée d'un homme élégant avec une mallette en cuir. « Belle maman, voici Pablo, notaire », m'a-t-elle dit avec ce sourire faux que je connaissais déjà. « Nous venons vous aider avec certains papiers de la maison. » Mon cœur s'est accéléré. Je savais parfaitement ce qu'il cherchait, mais je n'avais aucune idée de ce que j'avais caché pendant tous ces mois. Grâce à Dieu, je n'avais rien dit sur l'héritage de la hacienda que mon défunt mari m'avait laissé, car maintenant, en voyant Vanessa examiner mes documents avec ses yeux avides, je comprenais que mon silence avait été mon salut. Mais pour raconter cette histoire complète, je dois revenir au jour où tout a commencé à basculer. Il y a 3 mois, quand Massia m'a annoncé qu'il allait se marier avec Vanessa, j'étais en train de pétrir du pain dans la cuisine. L'arôme de levure fraîche embaumait l'air, pendant que mes mains travaillaient la pâte tiède. « Maman, je veux que tu apprennes à bien connaître Vanessa avant le mariage », m'a-t-il dit avec ce sourire qui me faisait toujours fondre le cœur. Mon fils, mon unique trésor, avait enfin trouvé l'amour. « Bien sûr, mon fils, amène-la quand tu veux », lui ai-je répondu en essuyant mes mains sur le tablier. J'avais déjà tellement entendu parler d'elle, 32 ans, travaillait dans un bureau, cheveux châtains toujours parfaits, ongles impeccables. Elle semblait être la femme idéale pour mon Massia. Cet après-midi, j'ai couru au marché pour acheter les ingrédients les plus frais, de grosses crevettes, des avocats parfaits, des piments poblano, de la crème épaisse. Je voulais lui préparer ses plats préférés à lui. Dans mon esprit, j'imaginais déjà les conversations que nous aurions, les conseils que je pourrais lui donner sur comment rendre mon fils heureux, les recettes familiales que nous partagerions. J'ai passé toute la nuit à faire la cuisine. Mes pieds ont enflé à force d'être debout, mais cela ne m'importait pas du tout. Le chili nogada était parfait, crémeux et aromatique. Les tamales étaient moelleux comme des nuages. La salsa verde avait cette touche piquante que Massia adorait depuis qu'il était petit. Quand le moment de la connaître est arrivé, j'ai mis ma plus jolie robe rose, celle que je gardais pour les occasions spéciales. Je me suis coiffée soigneusement et je me suis même maquillé les lèvres, je voulais faire une bonne première impression. Après tout, cette femme serait la mère de mes futurs petits-enfants. La sonnette a retenti et mon cœur s'est emballé d'émotion. J'ai ouvert la porte avec un immense sourire. « Vanessa, quel plaisir de faire votre connaissance !» me suis-je exclamé en étendant mes bras pour l'embrasser, mais elle a à peine effleuré mes épaules du bout des doigts, comme si me toucher lui répugnait. « Enchantée, Sonora » a-t-elle murmuré sans me regarder dans les yeux. Sa voix était froide, distante. Elle portait une robe verte élégante et des chaussures à talons qui résonnaient contre le sol de mon humble demeure comme de petits marteaux. Pendant le dîner, j'ai essayé de converser avec elle sur ses goûts, son travail, ses projets avec Massia, mais chaque question que je posais recevait des réponses sèches d'un seul mot. Oui, non, peut-être. C'était comme parler à un mur de glace. Ce qui m'a fait le plus de mal a été de voir comment ses yeux parcouraient ma maison avec dédain, la façon dont elle plissait le nez quand elle goûtait ma nourriture, comme si c'était quelque chose d'inférieur. Mon chili en nogada, que j'avais perfectionné pendant des décennies, elle l'a à peine goûté. « Maman, la nourriture est délicieuse comme toujours », a dit Massia en essayant de combler le silence inconfortable qui s'était installé à ma table. Vanessa jouait avec les haricots dans son assiette, écartant chaque ingrédient comme si c'était du poison. Ses ongles parfaitement peints en rouge, brillants, contrastaient avec la simplicité de mes plats en céramique. « Aimes-tu cuisiner, Vanessa ?» ai-je demandé avec espoir en servant plus de salsa dans son assiette. Elle a levé les yeux avec une expression que je n'ai pas réussi à déchiffrer complètement. « Je n'ai pas le temps pour ces choses », a-t-elle répondu sèchement. « Je préfère commander à manger ou aller dans des restaurants corrects. » Le mot « correct » s'est planté dans ma poitrine comme une écharde. Ma nourriture n'était pas correcte. Ma maison n'était pas correcte. Massia a toussé nerveusement et a changé de sujet, mais j'avais déjà compris le message. Pour Vanessa, tout ce qui m'appartenait était inférieur. Pendant les semaines suivantes, chaque rencontre est devenue plus pénible. Quand il venait me voir, elle s'asseyait sur le bord du fauteuil comme si elle avait peur de se salir, vérifiant constamment son téléphone avec une expression ennuyée. Elle ne demandait jamais comment s'était passée ma journée, elle n'a jamais montré d'intérêt à réellement me connaître. « Arasli, n'est-ce pas que tu seras heureuse d'avoir plus de temps pour toi quand nous nous marierons ?» m'a-t-il demandé un jour tandis que je préparais du café. Ces paroles sonnaient comme un adieu prématuré, comme s'il avait déjà décidé d'éloigner mon fils de moi. « Plus de temps pour moi ?» ai-je répété, confuse. « Mais j'adore passer du temps avec vous. » Elle a échangé un regard avec Massia que je n'ai pas compris alors, mais que je comprends parfaitement maintenant. Ils étaient déjà en train de planifier mon bannissement. La préparation du mariage est devenue mon cauchemar personnel. Vanessa prenait toutes les décisions sans me consulter, comme si j'étais invisible. La dame de ménage pourrait aider avec les fleurs.
je l'ai entendu dire au téléphone un jour. J'ai mis plusieurs secondes à réaliser qu'elle se référait à moi. Quand j'ai suggéré de faire moi-même le gâteau de mariage, une tradition familiale que j'avais maintenue depuis des générations, Vanessa a lâché un rire qui m'a glacé le sang. Oh non, belle maman. Laissons plutôt cela aux professionnels. Nous ne voulons pas que quelque chose de fait maison en sorte. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans ma cuisine, agrippée au tablier que ma mère m'avait offert quand je me suis mariée. Mes gâteaux avaient adouci des anniversaires, des baptêmes, des remises de diplômes, mais pour Vanessa, mon amour pâtissier était simplement fait maison. Un mot qu'elle prononçait comme si c'était une maladie. Le jour du mariage est arrivé comme une tempête inévitable. Je me suis levée avant l'aube pour me préparer, choisissant ma robe violette la plus élégante, celle que j'avais achetée spécialement pour cette occasion. Je me suis fait coiffer dans le salon de beauté du quartier, où Donia Carmen m'a fait une coiffure magnifique qui m'a rajeunie de 10 ans. « Tu es ravissante, Araceli », m'a-t-elle dit en me regardant dans le miroir. « Ton fils va être si fier de toi. » Ces paroles m'ont rempli d'espoir. Peut-être que ce jour marquerait un nouveau commencement avec Vanessa. Je suis arrivée tôt à l'église, comme je le fais toujours pour tout. Je voulais m'assurer que tout soit parfait pour mon fils. Les invités ont commencé à arriver et je recevais leurs félicitations avec un sourire sincère. « Qu'il est beau Massia, il a l'air si heureux. Vous devez être très fiers. » Mais quand la cérémonie a commencé, j'ai réalisé quelque chose qui m'a brisé l'âme. Vanessa avait organisé les sièges de telle manière que j'ai été reléguée au 5e rang, derrière ses amis du travail, derrière des voisins qui connaissaient à peine mon fils, la mère du marié, au 5e rang, comme une simple invitée. Depuis mon siège au 5e rang, j'ai dû étirer le cou pour voir mon propre fils marcher vers l'autel. Les mères des amis de Vanessa, des femmes qui n'avaient jamais changé une couche de Massia ni ne l'avaient consolé pendant ses nuits de fièvre, avaient de meilleures places que moi. J'ai avalé ma salive et j'ai gardé mon calme, mais quelque chose à l'intérieur de moi a commencé à se briser. Pendant la réception, les choses ont empiré. Vanessa me présentait à ses invités comme la maman de Massia, jamais comme sa belle-mère ou en utilisant mon nom. C'était comme si j'étais un objet, une étiquette sans personnalité propre. C'est elle qui cuisine très bien, ajoutait-elle avec ce sourire faux, réduisant toute mon existence à une fonction domestique. Quand le moment des toasts est arrivé, j'ai attendu patiemment mon tour. J'avais préparé quelques mots magnifiques sur mon fils, sur comment je l'avais vu grandir, sur mes bénédictions pour sa nouvelle vie. Mais Vanessa a dirigé la cérémonie comme une chef d'orchestre, donnant la parole à ses parents, ses frères et sœurs, ses meilleurs amis, même à des collègues de travail. « Et le toast de la maman du marié ?» a demandé quelqu'un parmi les invités. Vanessa a regardé vers où j'étais assise et a dit, avec un sourire glacé, « Ah oui, bien sûr, Donia Araceli veut dire quelque chose de court. » Court. Comme si mes 69 ans de vie et 30 ans, à être la mère de Massia, ne méritaient qu'un bref commentaire. Je me suis levée avec les jambes tremblantes, sentant tous les regards sur moi. Je veux remercier Dieu pour ce jour si spécial. Ai-je commencé, mais à peine avais-je prononcé la deuxième phrase quand Vanessa a commencé à applaudir, coupant mon discours. Les autres ont suivi son exemple et ma voix s'est perdue parmi les applaudissements forcés. Pendant le dîner, ils m'ont assise à une table au fond avec des personnes que je ne connaissais pas, des parents éloignés de Vanessa qui parlaient entre eux comme si je n'existais pas. De là, je voyais mon fils rire avec sa nouvelle famille politique, complètement absorbé dans sa nouvelle vie, pendant que je mâchais seul un poulet qui avait le goût de carton. Quand les danses ont commencé, Massia a d'abord dansé avec Vanessa, puis avec sa mère, ensuite avec ses sœurs. J'ai attendu assise, arrangeant ma robe encore et encore, m'assurant que mon sourire ne s'effacerait point. Mais la chanson s'est terminée et mon fils ne s'est jamais tourné vers l'endroit où j'étais. « Ne vas-tu pas danser avec ta maman ?» demanda mon compadre Antonio quand il s'est approché pour me saluer. Massia a ri nerveusement et a dit « Eh oui, bien sûr, tout de suite. » Mais il a continué à danser avec d'autres invités pendant que je restais immobile à ma table, sentant chaque minute qui passait me rendre plus invisible. Vers 23 heures, j'ai décidé de m'approcher pour lui dire au revoir. Je devais conduire pour rentrer, et j'étais déjà fatiguée de faire semblant que tout allait bien. « Mon fils, je vais me retirer », lui ai-je dit en touchant doucement son bras. Il m'a embrassé rapidement, distrait par la musique et les rires. « Merci pour tout, maman. Je t'aime », a-t-il murmuré à mon oreille, mais il regardait déjà ailleurs. Vanessa est apparue à ses côtés, telle une ombre possessive. « Merci d'être venue, belle-mère », m'a-t-elle dit. Mais son ton ressemblait plus à un adieu définitif qu'à un remerciement. Alors que je marchais vers ma voiture, portant mon sac et le cadeau que j'avais préparé avec tant d'amour, j'ai entendu Vanessa commenter avec ses amis « Eh, heureusement qu'elle habite loin. Ce n'est pas que ce soit une mauvaise personne, mais vous savez comment sont les belles-mères. Elles veulent toujours donner leur avis sur tout. » Ces rires m'ont suivi jusqu'au stationnement.
Je suis montée dans ma vieille voiture avec les mains tremblantes, sentant les larmes s'accumuler derrière mes yeux. Pendant 30 ans, j'avais été le centre du monde de Massia et, en une seule nuit, j'étais devenue un obstacle dont il fallait se débarrasser. Le chemin du retour m'a paru interminable. Les lumières de la route se sont estompées à cause des larmes que j'ai finalement laissées couler librement. À la radio, on entendait une chanson romantique qui m'a rappelé l'heure où je dansais avec mon défunt mari à notre propre mariage il y a tant d'années. Il m'avait promis qu'il me protégerait toujours, mais maintenant j'étais seule face à cette nouvelle réalité. Je suis arrivée chez moi après minuit, les pieds enflés et le cœur brisé. J'ai enlevé mes chaussures à l'entrée et j'ai marché pieds nus jusqu'à ma chambre, sentant le froid du sol contre mes plantes de pieds fatigués. La robe violette que j'avais choisie avec tant de soin me semblait désormais un déguisement ridicule. L'uniforme d'une vieille femme qui avait essayé de faire semblant qu'elle comptait encore. Les jours suivants ont été un mélange étrange de silence et d'attente. J'espérais que Massia m'appellerait pour me parler de sa lune de miel, pour me demander comment j'allais, pour maintenir cette connexion que nous avions depuis 30 ans. Mais mon téléphone restait muet comme une tombe. Une semaine après le mariage, j'ai décidé de l'appeler moi-même. « Bonjour, mon fils, comment vas-tu ? Comment s'est passée votre lune de miel ?» ai-je demandé avec la voix la plus joyeuse que j'ai pu feindre. Sa réponse a été abrupte, distante. « Très bien, maman. Vanessa dit qu'elle te salue. Écoute, je te rappelle plus tard. Nous sommes occupés à arranger des choses dans la maison. » La maison. Il ne disait plus « ma maison » ou « notre maison ». C'était « la maison », comme si je n'avais jamais existé dans sa vie domestique. J'ai raccroché le téléphone en me sentant plus seule que jamais, en regardant les photographies de Massia enfant qui décoraient mon salon. Ce petit aux yeux brillants, qui courait m'embrasser chaque fois qu'il rentrait de l'école. Maintenant, c'était un étranger qui m'envoyait ses salutations par sa femme. 3 jours de plus se sont écoulés sans nouvelles. J'ai décidé de faire cuire ses biscuits préférés, ceux au chocolat et aux noix qu'il adorait depuis qu'il était petit, et de les lui apporter comme excuse pour leur rendre visite. Je me suis arrangée avec soin, j'ai mis mon plus joli chemisier vert menthe et j'ai conduit jusqu'à sa nouvelle maison avec le cœur plein d'espoir. J'ai sonné en espérant voir le sourire de mon fils, mais c'est Vanessa qui a ouvert. Elle portait une robe de chambre en soie couleur vin qui avait l'air très chère et ses cheveux étaient relevés en un chignon parfait, comme si elle sortait d'un salon de beauté. « Ah, belle-mère, quelle surprise !» dit-elle sans montrer le moindre signe de joie véritable. « J'ai apporté des biscuits pour Massia » ai-je expliqué en soulevant le panier que j'avais orné d'un nœud jaune. « Ce sont ses préférés. » Vanessa prit le panier sans m'inviter à entrer, examinant les biscuits comme si c'était la preuve d'un crime. Quel beau détail. Massia est à une réunion très importante, mais je lui dirai que vous êtes passé. Je suis restée debout à l'entrée comme une vendeuse éconduite, espérant au moins qu'elle m'offre un verre d'eau ou me demande comment j'allais, mais Vanessa était déjà en train de refermer la porte. Merci pour les biscuits, belle maman. Passez une bonne journée. Le claquement de la porte résonna à mes oreilles comme une sentence finale. Pendant le chemin du retour, les larmes ont embué mon pare-brise. Je me suis arrêtée sur le bord de la route pour pleurer sans retenue, frappant le volant de mes poings ridés. Comment en suis-je arrivée là? Comment avais-je permis à cette femme de m'arracher mon fils, et toi, si facilement? Cette nuit-là, alors que je dînais seule devant la télévision, je me suis rappelé quelque chose que mon défunt mari m'avait dit peu avant de mourir. Arasli, si quelque chose m'arrive, ne laisse personne te piétiner. Tu es plus forte que tu ne le crois, et tu as plus que tu ne l'imagines. À ce moment-là, je n'avais pas complètement compris ces paroles, mais maintenant elles commençaient à prendre sens. Le jour suivant, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Examiner les papiers que mon mari m'avait laissés. J'ai sorti le coffre-fort du placard, celui qui gardait nos papiers les plus importants, et j'ai commencé à les organiser. Certificat de naissance, acte de mariage, titre de propriété de la maison, police d'assurance. C'est alors que j'ai trouvé l'enveloppe en papier craft qui allait tout changer. À l'intérieur se trouvait le titre de propriété d'un bien que j'avais complètement oublié. L'hacienda de 200 hectares que mon mari avait hérité de son oncle et qui était désormais entièrement à moi. Le document légal était clair et indiscutable. J'étais l'unique propriétaire d'une des haciendas les plus prospères de la région. Mon cœur s'est emballé pendant que je lisais les détails. La propriété comprenait des terres agricoles, du bétail, une maison principale de 5 chambres et 3 logements pour les employés. La valeur estimée dans l'évaluation la plus récente était suffisante pour vivre confortablement le reste de ma vie et laisser un héritage considérable. Mais le plus important n'était pas l'argent, c'était le pouvoir. Le pouvoir de décider de mon propre destin, de ne dépendre de personne, de ne pas avoir à mendier de l'affection ni accepter des miettes d'attention. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri sincèrement.
J'ai gardé les documents dans un endroit sûr et j'ai pris une décision. Je ne dirai rien à personne à propos de cet héritage, ni à Massia, ni encore moins à Vanessa. Mon instinct me disait que ce serait mon atout, mon salut quand le moment serait venu. Cette même semaine, mon instinct s'est avéré plus juste que je ne l'aurais imaginé. Vanessa a commencé à m'appeler avec une fréquence suspecte, mais pas pour prendre de mes nouvelles ou pour m'inviter à dîner. Ces appels avaient un but bien spécifique, obtenir des informations sur mes biens et mes finances. Belle-mère, Massia et moi pensions que peut-être vous vous sentiriez plus à l'aise dans un endroit plus petit, m'a-t-elle dit lors d'une de ces conversations en apparence décontractée. Cette maison doit représenter beaucoup de responsabilités pour une personne de votre âge. N'avez-vous pas songé à la vendre et à déménager dans un appartement plus facile à gérer? Ces paroles m'ont donné un frisson. La subtilité avec laquelle elle suggérait que je me débarrasse de ma maison était terrifiante. Non, ma petite, je me sens très bien ici, ai-je répondu en gardant un ton doux. Cette maison renferme beaucoup de beaux souvenirs. Oui, bien sûr, mais pensez Y. Avec l'argent de la vente, vous pourriez vous offrir quelques luxes, peut-être voyager. Et nous pourrions vous aider à gérer cet argent pour qu'il vous rapporte davantage, a-t-elle insisté avec cette voix mielleuse que j'avais appris à détester. 2 jours plus tard, Massia m'a rendu visite pour la première fois depuis son mariage, mais il ne venait pas seulement saluer sa mère, il venait avec un objectif bien précis. Maman, Vanessa et moi avons parlé de ton avenir, a-t-il commencé, en s'asseyant sur le canapé où j'avais l'habitude de le border quand il faisait des cauchemars. Mon avenir? Ai-je demandé en feignant l'innocence, même si je savais déjà parfaitement où la conversation allait. Mon fils évitait de me regarder droit dans les yeux, comme quand il était enfant et qu'il avait fait une bêtise. Oui, nous pensons que cette maison est trop grande pour vous. Tu as l'air très fatigué dernièrement, très stressé. Vanessa connaît un très bon agent immobilier qui pourrait l'évaluer et en obtenir un bon prix, a-t-il expliqué en jouant nerveusement avec ses clés de voiture. La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là était physique, comme si l'on m'avait planté un couteau dans la poitrine. Mon propre fils, l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour, essayait de me convaincre de vendre la maison où il a grandi, où il a fait ses premiers pas, où nous avions construit ensemble tous nos souvenirs. Mon fils, crois-tu vraiment que je devrais vendre la maison? Lui ai-je demandé directement, ayant besoin d'écouter sa réponse sans les filtres de Vanessa. Pendant un moment, j'ai vu l'enfant vulnérable qu'il était autrefois, hésitant, luttant entre ce qu'il savait être mal et ce que sa femme lui avait mis dans la tête. C'est que Vanessa a raison. Tu devrais davantage profiter de la vie, avoir moins de soucis, murmura-t-il. Mais sa voix sonnait répétitive, comme s'il récitait un scénario que quelqu'un d'autre avait écrit. Cette nuit-là, après le départ de Massia avec des promesses vides de me rendre visite plus souvent, je me suis assise dans ma cuisine avec une tasse de thé à la camomille et j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai appelé mon amie Raquel, la seule personne en qui je pouvais avoir entièrement confiance. Raquel, j'ai besoin de te raconter quelque chose de très important, mais j'ai besoin que tu me promettes que cela reste entre nous, lui ai-je dit quand elle a répondu au téléphone. Sa voix devint immédiatement sérieuse. Raquel et moi étions amies depuis plus de 40 ans. Nous avions élevé nos enfants presque ensemble. Bien sûr, Arasli, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air inquiète. Je lui ai tout raconté sur l'attitude de Vanessa depuis le premier jour, sur la façon dont il m'avait traité au mariage, sur les tentatives de me convaincre de vendre ma maison et, finalement, sur l'héritage de l'hacienda que j'avais gardé secret. Saint Dieu, Arasli, une hacienda de 200 hectares et tu ne leur as rien dit, s'exclama Raquel. Heureusement que tu as gardé le silence. Cette jeune fille a une tête de requin depuis que je l'ai vue au mariage. Ces paroles m'ont confirmé que mon instinct était correct. Raquel, je sens que quelque chose de mauvais va se passer. La façon dont il me regarde, comme si j'étais un obstacle à éliminer. J'ai peur qu'il soit en train de planifier quelque chose. Écoute-moi bien, ma comadre, me dit Raquel avec cette fermeté qui la caractérisait. Demain, nous irons ensemble chez un avocat. Tu dois protéger tous tes biens avant que ces vautours ne se rendent compte de ce que tu possèdes vraiment. Et s'il te plaît, ne signe rien, absolument rien, sans me consulter avant. Le lendemain, Raquel est venue me chercher tôt. Elle avait contacté un avocat de confiance, le licencié Raphaël, qui avait un bureau dans le centre-ville, un homme âgé aux cheveux gris et au regard intelligent qui avait traité des cas similaires pendant des décennies. Madame Arasli, d'après ce que me raconte votre ami, vous êtes dans une situation très délicate, m'expliqua-t-il après avoir examiné tous mes documents. Il est courant que des membres de la famille, bien intentionnés ou pas tellement, fassent pression sur des personnes âgées pour qu'elles transfèrent leurs propriétés. Mon conseil est que nous protégions légalement tous vos biens. Le licencié Raphaël a étendu tous mes documents sur son bureau en acajou, formant une mosaïque de ma vie et de mon patrimoine.
Madame Arasli, ce que vous avez là est considérable. Cette seule hacienda vaut plus que de nombreuses fortunes familiales complètes, m'expliqua-t-il en pointant l'évaluation de son index. Ce qui m'inquiète, continua-t-il en ajustant ses lunettes, c'est le type de comportement que vous me décrivez. D'abord, ils isolent émotionnellement la personne, puis ils lui font sentir qu'elle est incapable de gérer ses propres affaires. Ensuite, ils présentent la solution qui les avantage par hasard. Ces paroles me glacèrent le sang parce qu'elles décrivaient exactement ce que je vivais. Raquel a pris ma main et l'a serrée doucement. Raconte-lui l'histoire du notaire, ma comadre. Le licencié Raphaël haussa un sourcil avec intérêt. Je lui ai raconté la visite de Vanessa avec Pablo, les petits papiers de la maison et comment ils étaient arrivés sans prévenir, comme des chasseurs suivant la trace d'une proie. Typique, murmura l'avocat en prenant des notes dans son carnet. Ils amènent un notaire de confiance, quelqu'un qui est prêt à fermer les yeux sur les irrégularités, et ils font pression pour signer des documents sous prétexte de simplifier les choses, m'expliqua-t-il, ajoutant qu'il avait vu des cas où des personnes âgées perdaient tout leur patrimoine en une seule séance de signature. Que puis-je faire pour me protéger ? Demandai-je en me sentant comme si j'étais au milieu d'un champ de bataille invisible. Le licencié sourit pour la première fois depuis le début de notre conversation. Beaucoup. Nous pouvons créer une fiducie irrévocable. Nous pouvons documenter toute tentative de coercition et, surtout, nous pouvons nous préparer à quand ils viendront avec leurs véritables intentions. Nous sommes sortis du bureau de l'avocat avec un plan clair et plusieurs documents qui protégeaient mes biens, mais plus important encore, je suis sorti avec la certitude que je n'étais pas folle, que mes soupçons étaient fondés. Raquel m'a invité à dîner chez elle, où son mari Antonio m'a reçu avec son étreinte d'ours habituelle. Arasli, cette jeune fille a des yeux d'argent, m'a dit Antonio pendant que nous mangions le mol que Raquel avait préparé. Au mariage, elle m'a fait mauvaise impression, elle a passé son temps à calculer, à voir qui avait quoi, à s'enquérir des affaires des gens. Ces observations ont confirmé mes pires craintes. Pendant les jours suivants, j'ai maintenu ma routine normale, mais avec les sens en alerte. Chaque appel téléphonique, chaque visite inattendue, chaque commentaire désinvolte sur mon âge avancé ou mon besoin d'aide, je les interprétais avec une clarté nouvelle. C'était comme si j'avais développé une vision au rayon X pour détecter les véritables intentions. Le mercredi après-midi, pendant que j'arrosais mes plantes dans le jardin, j'ai vu arriver la voiture de Massia. Mon cœur s'est accéléré, non de joie, mais d'appréhension. Quand il est descendu de la voiture accompagné de Vanessa, j'ai su que le moment que j'avais craint était arrivé. « Bonjour, maman », m'a salué Massia avec ce sourire tendu qu'il avait perfectionné depuis son mariage. Vanessa venait derrière lui en portant un volumineux dossier et cet air de suffisance qui m'irritait tant. « Nous pouvons entrer ? Nous voulons discuter avec toi de quelque chose d'important. » Je les ai invités à s'asseoir dans le salon, le même endroit où Massia avait joué avec ses petites voitures pendant des années, où je lui avais lu des contes tous les soirs, où nous avions regardé ensemble ses dessins animés préférés. Maintenant, cet espace sacré s'était transformé en un tribunal où j'étais l'accusé. « Maman, nous avons été très inquiets pour toi », a commencé Massia avec un ton paternaliste qui m'a paru complètement étranger. « Vessa et moi, nous croyons que tu as besoin d'aide pour gérer tes affaires financières. Il est normal à ton âge de te sentir dépassé par tant de responsabilités. » Musique. Vanessa a ouvert son dossier comme un général déployant des cartes de bataille. « Belle-mère, nous avons parlé avec plusieurs spécialistes en finance pour les personnes du troisième âge. Tous conviennent que le mieux serait de simplifier son patrimoine, de tout concentrer dans des investissements plus sûrs et gérables. » Spécialiste, Drenia ? Ai-je demandé en feignant la confusion alors qu'à l'intérieur mon sang bouillonnait. Quel spécialiste ? Je n'ai parlé avec aucun spécialiste. Mon esprit enregistrait chaque mot, chaque geste, comme me l'avait conseillé l'avocat Raphaël. C'est pour cela même, maman, intervint Massia avec cette patience exagérée qu'on utilise avec les petits-enfants. Tu n'as pas eu l'orientation adéquate. Vanessa connaît des gens très préparés qui peuvent t'aider à protéger ton argent et assurer ton avenir. Vanessa a sorti plusieurs documents de son dossier, les déployant sur ma table basse comme des cartes de poker. Regardez, belle-mère, ici nous avons une proposition très avantageuse, un fonds d'investissement qui vous donnerait des rendements garantis, bien mieux que d'avoir l'argent immobilisé dans des propriétés qui nécessitent de l'entretien et vous donnent des maux de tête. J'ai feint d'examiner les papiers avec la vue fatiguée d'une vieille femme confuse, mais en réalité, j'étais en train de mémoriser chaque détail. Les documents proposaient la vente de ma maison et le transfert des fonds vers un compte joint où Massia et Vanessa auraient le pouvoir de décision sur mes investissements pour me protéger d'éventuelles escroqueries. Et où vivrais-je si je vends la maison ? Ai-je demandé d'une voix tremblante, interprétant parfaitement le rôle de la grand-mère vulnérable qu'ils espéraient voir. Vanessa a souri avec cette fausse douceur qu'elle avait perfectionnée.
Oh, belle-mère, ne vous inquiétez pas pour cela. Nous avons déjà trouvé un très joli foyer pour personnes âgées, avec des soins médicaux 24 heures sur 24. Vous seriez beaucoup plus en sécurité et à l'aise. Un foyer pour personnes âgées. Les mots ont résonné dans ma tête comme des cloches funèbres. Là était leur plan complet: me dépouiller de ma maison, contrôler mon argent et m'enfermer dans une institution où je ne pourrais pas être un obstacle à leur nouvelle vie parfaite. Le tout enveloppé dans le papier doré de l'inquiétude et de l'amour filial. Un foyer de personnes âgées? Placement de composants, ai-je répété en laissant ma voix se briser légèrement. Mais, mon fils, je me sens bien ici, dans ma maison. Ici sont tous nos souvenirs. Vanessa et Massia ont échangé ce regard complice que j'avais appris à détecter, cette communication silencieuse entre conspirateurs. Maman, nous savons que c'est difficile, mais réfléchis bien, insista Massia en se penchant vers moi avec ce sourire condescendant. Au foyer, vous auriez de la compagnie, des activités, des soins médicaux, et nous pourrions vous rendre visite quand nous le voudrions, sans nous soucier de votre sécurité. Quand nous le voudrions. Pas tous les jours, pas régulièrement, mais quand cela leur conviendrait, comme rendre visite à un animal de compagnie dans une pension. J'ai ressenti une fureur si intense que j'ai dû me concentrer pour maintenir mon rôle de vieille femme sans défense. De plus, a ajouté Vanessa en sortant plus de papier de son dossier infini, nous avons calculé qu'avec la vente de cette maison et quelques investissements intelligents, vous pourriez vivre très confortablement sans vous soucier de rien. Nous nous chargerions de toutes les procédures et décisions financières. Là était le piège ultime. Ils contrôleraient mon argent pendant que je végétais dans un asile, attendant leurs visites sporadiques et remerciant les miettes d'attention qu'ils me donneraient. C'était un plan brillamment cruel, exécuté avec la précision de chirurgien financier. Et si je ne veux pas vendre la maison, Dronia ? Ai-je demandé d'une petite voix, comme si l'idée venait de me venir. Vanessa a soupiré théâtralement, comme si elle était une enseignante patiente expliquant les mathématiques à un enfant lent. Belle-mère, nous comprenons qu'il est difficile de l'accepter, mais à votre âge, il n'est plus sûr de vivre seul dans une maison aussi grande. Que se passerait-il si vous tombiez et qu'il n'y ait personne pour vous aider, ou si quelqu'un profitait de votre bonté et vous escroquait, Drony ? A-t-elle argumenté avec cette logique apparemment irréfutable. L'ironie de ses paroles m'aurait fait rire si je n'avais pas été si furieuse. Elle, qui essayait de m'escroquer à ce moment précis, m'avertissait contre d'éventuels escrocs. L'audace était stupéfiante. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je murmuré en me frottant les tempes comme si j'avais mal à la tête. C'est beaucoup à encaisser d'un coup. Massia s'est levée et m'a donné une accolade qui ressemblait plus au baiser de Judas qu'à un geste d'affection filiale. Bien sûr, maman, prends le temps dont tu as besoin, mais pas trop. Oui, ces opportunités d'investissement n'attendent pas toujours, m'a-t-elle dit pendant que Vanessa rangeait ses documents avec la satisfaction de celui qui sait qu'il a déjà gagné la partie. Après leur départ, je suis restée assise dans mon salon, me sentant comme si j'avais survécu à un ouragan. Mes mains tremblaient, non pas de vieillesse, mais de rage contenue. J'ai pris le téléphone et j'ai immédiatement appelé l'avocat Raphaël. Avocat, ils sont venus aujourd'hui. Comme vous l'avez prédit, ils veulent que je vende tout et que j'aille dans un asile pendant qu'ils gèrent mon argent, lui ai-je rapporté d'une voix entrecoupée. Sa réponse a été calme mais ferme. Madame Arasli, voici maintenant la partie la plus importante. Ne signez absolument rien, quelle que soit la pression qu'ils exercent sur vous. Et si possible, enregistrez toute conversation future que vous aurez avec eux. Nous devons documenter leurs véritables intentions. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai marché dans ma maison comme un fantôme, touchant chaque meuble, chaque photographie, chaque objet qui avait une histoire. La chaise berçante où j'avais allaité Massia, la table où nous avions fait ensemble ses devoirs de primaire, le piano que j'avais joué pour l'endormir quand il avait des cauchemars. Tout cela serait vendu, liquidé, dispersé aux 4 vents pour alimenter la convoitise d'une femme qui n'avait même pas connu mon fils quand il était vraiment vulnérable, une femme qui voyait dans mon amour maternel seulement un obstacle à ses plans de grandeur financière. Le lendemain, Raquel est arrivée tôt avec un enregistreur numérique que son petit-fils lui avait prêté. Comadre, c'est très facile à utiliser. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et il enregistre jusqu'à 8 heures continues, m'a-t-elle expliqué en me montrant le petit appareil. Mets-le dans ton sac ou dans la poche de ton tablier. S'ils reviennent avec leurs propositions, nous aurons tous leurs mots enregistrés. Pendant 3 jours, j'ai gardé un calme tendu, en attendant le prochain mouvement de mes chasseurs. Le vendredi après-midi, le téléphone a sonné. C'était Vanessa, avec cette voix mielleuse qu'elle avait perfectionnée pour manipuler. Belle-mère, avez-vous eu le temps de réfléchir à notre proposition ? C'est que nous avons trouvé un endroit magnifique dans la maison de retraite, mais nous devons réserver la place bientôt car il y a une liste d'attente.
L'urgence artificielle dans sa voix m'a confirmé qu'ils étaient impatients de conclure l'affaire avant que je puisse trop réfléchir ou consulter qui que ce soit. Oui, ma petite, j'ai beaucoup réfléchi, ai-je répondu avec mon meilleur jeu de vieille femme indécise. Pourriez-vous venir demain pour m'expliquer à nouveau tous les détails? À mon âge, j'oublie parfois les choses. Je pouvais presque sentir son sourire de triomphe au téléphone. Bien sûr, belle-mère. Demain après-midi, nous passerons avec tous les papiers. Elle verra que c'est la meilleure décision pour tous. Pour tous? Comme si me dépouiller de ma maison et de mon autonomie était un acte de générosité envers mes bourreaux. Le samedi après-midi, ils sont arrivés, ponctuels comme des vautours à un rendez-vous avec la charogne. Cette fois, ils venaient accompagnés de Pablo, le notaire qui était apparu à ma porte une semaine auparavant. Un homme mince, avec une moustache clairsemée et une mallette en cuir, qui examinait ma maison avec des yeux de taxateur tandis qu'il feignait la courtoisie. Donia Arasli, quel plaisir de vous revoir, me salua Pablo avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je viens préparer pour faciliter toutes les démarches dont vous avez besoin. Plus vite nous réglons cela, moins nous aurons de complications. Mon enregistreur était allumé dans la poche de mon tablier, enregistrant chaque mot de cette farce légale. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, le même où j'avais bercé Massia quand il était bébé, et je les ai laissés déployer leur théâtre de fausses préoccupations. Maman, nous avons apporté tous les documents prêts, annonça Massia en étendant une pile de papier sur la table. Tu as seulement besoin de signer ici, ici et ici, et nous nous occupons de tout le reste. Son doigt montrait des lignes pointillées, comme si c'était des croix dans un cimetière. Vanessa s'est assise à côté de moi avec cette proximité forcée qu'utilisent les vendeurs agressifs. Belle-mère, regardez cette merveille. Ici, il y a les photos du foyer où vous allez vivre. Il a des jardins précieux, une salle de télévision, même des cours de yoga pour le 3e âge. Les photographies montraient un lieu qui ressemblait plus à un hôpital déguisé qu'à un foyer. Pablo ouvrit sa mallette cérémonieusement et sortit un sceau officiel, de l'encre bleue et plusieurs formulaires à en-tête notariale. Madame, ces documents sont parfaitement rédigés pour protéger vos intérêts. La vente de la propriété, le transfert de fonds à la fiducie familiale et l'autorisation pour que vos proches gèrent vos finances en cas d'incapacité. Incapacite. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Ils avaient déjà préparé même l'étape suivante, me déclarer mentalement incompétente si un jour je me révoltais contre leurs décisions. C'était un plan si méticuleux que cela m'a donné des frissons. Et si après je change d'avis? Demandai-je d'une voix tremblante, interprétant parfaitement mon rôle de vieille femme confuse. Pablo et Vanessa échangèrent un regard que l'enregistreur ne pourrait pas capturer, mais que j'ai enregistré dans ma mémoire comme preuve de leur complicité. Ah, belle-mère, ces décisions sont définitives, pour votre propre protection, expliqua Vanessa avec cette patience exagérée. Si nous pouvions changer d'avis à chaque instant, n'importe quelle personne mal intentionnée pourrait vous embrouiller et vous faire signer des choses qui ne conviennent pas. Malintenzione. L'ironie était si brutale que j'ai dû me mordre la langue pour ne pas exploser. Là, elle était, me dépouillant de tout tandis qu'elle m'avertissait des personnes qui pourraient profiter de moi. De plus, maman, ajouta Massia en prenant ma main avec une tendresse que je savais feinte, pense à comme nous serons tranquilles en sachant que tu es en sécurité et bien soignée. Nous n'aurons plus à nous préoccuper pour toi. Nous n'aurons pas à nous préoccuper pour toi. Traduit du langage des manipulateurs, cela signifiait « Nous n'aurons plus à feindre que nous t'aimons maintenant que nous avons ton argent ». Les larmes qui ont jailli de mes yeux n'étaient pas jouées. C'était la douleur génuine d'une mère trahie par le fils qu'elle avait élevé avec tant d'amour. « Ne pleurez pas, madame », me consola Pablo avec une froideur professionnelle. C'est normal de se sentir émotive avec ces changements, mais vous allez voir qu'après vous vous sentirez beaucoup plus tranquille. Il sortit un stylo en or de sa veste et le posa devant moi comme si c'était un pistolet. Je pris le stylo avec des mains tremblantes et je l'approchai du premier document. Je pouvais sentir la tension dans l'air, l'attente de mes bourreaux attendant le moment du triomphe final. Vanessa se pencha vers moi comme un vampire assoiffé sur le point de mordre. Mais alors, comme si elle avait été envoyée par un ange gardien, la sonnette de ma maison retentit. « Vous attendez quelqu'un » demanda Pablo avec une irritation évidente. « Non » murmurai-je en me relevant lentement. « Ce doit être un voisin. » J'ouvris la porte et là se tenait Raquel, accompagnée du licencié Raphaël et d'un autre homme que je ne reconnaissais pas. « Bonsoir, Sarasli » me salua Raquel avec un sourire qui me transmit de la force. « Instantainment. J'espère que nous n'arrivons pas au mauvais moment. »« Pas du tout, » répondis-je, sentant comme si la cavalerie venait d'arriver. « Entrez, je vous prie. » Le licencié Raphaël entra avec cette présence non autorisée que seuls les avocats expérimentés ont,
et l'homme inconnu le suivit, portant une caméra vidéo professionnelle. Massia devint livide en voyant les nouveaux arrivants. Vanessa essaya de ranger rapidement les documents, mais Pablo resta immobile, telle une statue de sel. « Qu'est-ce qui se passe ici, maman ?» Swing demanda mon fils d'une voix nerveuse. « Messieurs, bonsoir », salua le licencié Raphaël avec une courtoisie toute professionnelle. « Je suis l'avocat de Madame Arasli. Je suis très heureux d'être arrivé juste à temps pour superviser cette importante transaction légale. J'imagine que tous les documents sont en parfait ordre et que ma cliente a eu suffisamment de temps pour les examiner avec un conseil juridique indépendant. » Le silence qui suivit fut si profond qu'on aurait pu le couper au couteau. Pablo rangea son stylo en or comme s'il brûlait, et Vanessa regardait la porte comme si elle calculait la distance la plus courte pour fuir. « Excusez-moi, et vous, Drania ?» demanda Pablo, essayant de retrouver son autorité professionnelle. Le licencié Raphaël sourit avec ce sourire qu'il avait perfectionné pendant des décennies à démasquer les escrocs. Rafael Mendoza, avocat spécialiste de la protection du patrimoine des personnes âgées, et voici le licencié Antonio Herrera du ministère public spécialisé dans les délits contre les personnes vulnérables. Nous examinions des cas similaires dans la région et nous avons décidé de faire une visite de courtoisie. Le visage de Vanessa est passé de la confiance prédatrice à la pâleur de la terreur en quelques secondes. Pablo referma sa mallette avec des mouvements nerveux, comme si les documents à l'intérieur étaient des preuves accablantes. Massia resta immobile, regardant alternativement les avocats et moi, comme si, pour la première fois depuis des mois, il me voyait vraiment. « Licencié », dis-je, m'adressant à Raphaël avec la voix la plus ferme que j'ai utilisée depuis des semaines. « Je suis très heureuse que vous soyez arrivé. J'étais sur le point de signer des documents et je voulais m'assurer que tout était en règle. J'ai sorti l'enregistreur de ma poche et je l'ai posé sur la table comme si c'était une grenade dégoupillée. Le licencié Antonio Herrera alluma sa caméra et commença à enregistrer. « Madame, pourriez-vous nous expliquer quel type de documents on vous demandait de signer et dans quelles circonstances ?» Sa voix avait cette autorité légale qui fait trembler les coupables. Vanessa tenta d'interrompre avec un rire forcé. « Ah, licencié, je crois qu'il y a un malentendu. Nous aidons juste ma belle-mère avec quelques formalités pour son confort. » Mais sa voix sonnait comme du verre brisé. « Formalites ?» Drenia répétai-je avec un sourire qui me surprit moi-même. « Appelles-tu formalité le fait d'essayer de me faire vendre ma maison, de remettre tout mon argent et d'aller dans une maison de retraite pour que vous gériez mon patrimoine ?» Les mots sortirent de moi comme des projectiles précis. Pablo se leva brusquement en tentant de s'échapper. « Je crois qu'il y a un malentendu. Je suis juste venu offrir des services notariaux. » Mais le licencié Herrera bloqua discrètement son chemin vers la porte. « Un instant, collègue, » lui dit-il avec cette courtoisie froide qu'utilisent les procureurs. « J'aimerais examiner ces documents que vous aviez préparés. Cela fait partie d'une enquête sur les fraudes immobilières que nous menons. » C'est alors que je décidai de jouer ma carte maîtresse. Je me suis dirigé vers ma chambre et je suis revenu avec le coffre-fort qui contenait l'acte de l'hacienda. Je l'ouvris cérémonieusement devant tout le monde, en savourant chaque seconde de la confusion croissante sur les visages de mes prédateurs. « Regardez comme c'est curieux », dis-je en déployant l'acte sur la table. Il s'avère que mon défunt mari m'a laissé un petit héritage que j'avais oublié de mentionner. Une hacienda de 200 hectares d'une valeur de... Eh bien, Raphaël, pourrais-tu leur lire l'évaluation actualisée ? Le licencié Raphaël prit le document avec un sourire qui était pure justice poétique. Selon l'expertise la plus récente, la propriété a une valeur marchande de 42 millions de pesos, plus le bétail, les machines agricoles et les constructions supplémentaires. Le silence qui suivit était si absolu qu'on pouvait entendre les battements de mon cœur. Vanessa était restée bouche bée, comme un poisson hors de l'eau. Massia regardait le document comme s'il s'agissait d'un objet venu d'ailleurs. 42 millions, répétai-je, savourant chaque mot. Et dire que vous vous inquiétiez de ma pauvreté et de mon incapacité à gérer mes finances. Quels greedens. Ma voix suintait de sarcasme comme du miel amer. Pablo a tenté une ultime manœuvre désespérée. Madame, cela change tout. Vous avez manifestement besoin de conseils spécialisés pour gérer un patrimoine de cette ampleur. Mais le licencié Herrera prenait déjà des photos de tous les documents qu'il avait apportés. Vous avez raison, répondis-je avec un sourire radieux. C'est pourquoi j'ai embauché l'avocat Raphaël il y a une semaine. Il gère déjà toutes mes affaires juridiques et financières. Mais merci de votre sollicitude. Vanessa a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle ressemblait au croassement d'un corbeau blessé. Belle-mère, nous ne savions pas, je veux dire, nous voulions juste vous aider. Ses excuses s'effondraient comme des châteaux de sable sous la pluie. M'aider ? Swing,
en me levant de mon fauteuil avec une dignité que j'avais oublié que je possédais. M'aider en vendant ma maison sans me consulter, m'aider en me plaçant dans une maison de retraite contre ma volonté, m'aider en me volant le contrôle de ma propre vie. Massia a finalement parlé, et pour la première fois depuis des mois, j'ai reconnu mon fils dans sa voix. Maman, nous pensions que c'était mieux ainsi pour toi. Il y avait des larmes dans ses yeux, mais j'ignorais si elles étaient de remords sincères ou de frustration d'avoir perdu la partie. Le mieux pour moi, répétai-je doucement, aurait été que vous me demandiez ce que je voulais. Le mieux pour moi aurait été que vous respectiez mes décisions. Le mieux pour moi aurait été que vous continuiez à me voir comme votre mère, et non comme un obstacle à votre bonheur. L'avocat Raphaël s'est approché de moi et a posé une main protectrice sur mon épaule. Madame Arasli, je crois qu'il est temps que ces messieurs se retirent. Nous avons suffisamment de matériel documenté pour procéder légalement si besoin est. Pablo a pratiquement couru vers la porte, suivi de près par Vanessa, qui ne prenait plus la peine de maintenir son masque de belle-fille inquiète. Massia est restée quelques secondes de plus à me regarder avec une expression que je n'ai pas su déchiffrer. « Maman, murmura-t-il, pourrons-nous parler plus tard ?» Pour la première fois depuis des mois, sa question semblait sincère, sans arrière-pensée. J'ai acquiescé lentement, mais sans prendre d'engagement. Après leur départ, je suis restée dans mon salon entourée de mes véritables alliés, Raquel, l'avocat Raphaël et le licencié Herrera. Pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie vraiment en sécurité chez moi. 3 mois plus tard, je suis assise sur le portail de mon hacienda, regardant le coucher de soleil se peindre en orange sur mes terres. Massia vient me rendre visite une fois par semaine, essayant de reconstruire la relation qu'il a presque détruite pour plaire à une femme qui le voyait comme un moyen d'obtenir des richesses. Vanessa a essayé de me joindre plusieurs fois, mais ses appels vont directement à la messagerie vocale. Ils disent qu'elle a divorcé de Massia quand elle s'est rendue compte que je n'étais pas la veuve pauvre et sans défense qu'elle avait imaginée. Maintenant, j'aide d'autres femmes âgées qui sont confrontées à des situations similaires. Ma maison est devenue un refuge où elles peuvent venir raconter leurs histoires et recevoir des conseils juridiques gratuits, car j'ai appris que le silence peut être d'or, mais une voix levée au bon moment peut être du diamant. À 69 ans, j'ai finalement compris les derniers mots de mon mari. J'avais plus que ce que j'imaginais et j'étais plus forte que je ne le croyais. 6 mois après cet après-midi qui a changé ma vie à jamais, je me trouve assise sur la terrasse de mon hacienda avec une tasse de café fumant entre mes mains, en regardant le soleil se lever sur mes 200 hectares de liberté. L'arôme du café fraîchement moulu se mélange au parfum des fleurs d'oranger que j'ai plantées la semaine dernière, créant une symphonie d'odeurs qui me rappelle chaque matin pourquoi il valait la peine de se battre. La maison principale de l'hacienda est devenue quelque chose que je n'avais jamais imaginé, un sanctuaire pour les femmes comme moi. Chaque semaine, je reçois des lettres, des appels et des visites de dames qui ont entendu mon histoire et y reconnaissent leurs propres cauchemars. « Donia Arasli », me disent-elles d'une voix tremblante, ma belle-fille veut aussi que je vende ma maison. Oh, mon fils me dit que je ne peux plus gérer mon argent. Hier est arrivée Carmen, une veuve de 73 ans dont les enfants avaient fait en sorte qu'un juge la déclare incapable de gérer ses biens. Elle est arrivée portant une petite valise et le poids énorme de la trahison familiale. « Madame Arasli », m'a-t-elle dit en larmes, mes propres enfants me tiennent captive dans ma propre maison, ils me prennent ma pension, ils ne me laissent pas sortir seule, ils disent que c'est pour mon bien. Je l'ai assise dans la même chaise à bascule où je pleurais autrefois ma solitude, je lui ai servi du thé à la camomille dans une tasse de porcelaine fine et je lui ai raconté mon histoire. J'ai vu ses yeux se remplir d'espoir pour la première fois depuis des mois. Puis-je vraiment reprendre le contrôle de ma vie ? M'a-t-elle demandé avec la voix d'une petite fille perdue qui retrouve son chemin. Non seulement tu le peux, lui ai-je répondu en prenant ses mains ridées entre les miennes, mais tu as le droit de le faire et tu n'es pas seule dans cette lutte. Le jour suivant, le licenciado Raphaël a examiné son cas et nous avons découvert que la déclaration d'incapacité comportait des irrégularités légales qui pouvaient être annulées. Carmen sourit maintenant chaque jour et ses enfants ont dû rendre l'argent qu'ils avaient pris pour la protéger. Mon histoire s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute la région. Des journalistes sont venus m'interviewer, des travailleurs sociaux m'invitent à donner des conférences et j'ai reçu des lettres d'endroits aussi éloignés que l'Espagne et l'Argentine. Votre courage m'a inspiré à défendre mes droits, a écrit une dame de Madrid. Grâce à votre exemple, ma famille ne me traite plus comme si j'étais invisible, m'a remercié une autre depuis Buenos Aires. Mais tout n'a pas été facile. Massia vient me rendre visite chaque dimanche, essayant de reconstruire les ponts que sa femme a dynamités. Les premières conversations ont été maladroites, pleines de silences inconfortables et d'excuses qui sonnaient creuses. J'ai graduellement vu l'enfant que j'ai connu réapparaître derrière les yeux de l'homme qui avait permis qu'on me trahisse. « Maman », m'a-t-il dit il y a 2 semaines alors que nous marchions entre les écuries, je ne sais pas comment te demander pardon pour ce que je t'ai fait. C'était comme s'il avait été hypnotisé,
comme s'il ne pouvait pas voir l'évidence. Ses larmes étaient sincères et pour la première fois depuis son mariage, j'ai reconnu mon vrai fils. Mon fils, lui ai-je répondu en m'arrêtant pour le regarder droit dans les yeux, le pardon ne se demande pas, il se gagne, et il se gagne avec des actions, pas avec des mots. Il a acquiescé solennellement, comprenant que la réconciliation serait un long processus qui nécessiterait patience et preuve constante de son repentir. Vanessa, pour sa part, a disparu de nos vies aussi vite qu'elle était arrivée. Selon ce que m'a raconté Raquel, qui a des contacts partout, elle a essayé de poursuivre Massia pour la moitié de ses biens lors du divorce, mais elle a constaté que mon fils avait protégé légalement tout son patrimoine en suivant mes conseils. Elle a quitté le village sans dire au revoir, probablement à la recherche de sa prochaine victime. Pablo, le notaire corrompu, a perdu sa licence professionnelle après que le licenciado Herrera a présenté des preuves de sa participation à des stratagèmes de fraude contre des personnes âgées. L'enregistrement de notre conversation a été essentiel pour démanteler un réseau qui avait escroqué des douzaines de personnes âgées dans la région. Raquel reste ma compagne d'aventure. Elle vit maintenant dans l'une des maisons pour employés de l'Hacienda, non pas comme employée, mais comme ma sœur de cœur. Ensemble, nous administrons le refuge que nous avons créé, nous organisons des ateliers sur les droits des personnes âgées et nous planifions des voyages que nous n'avons jamais pu faire quand nous étions jeunes. Qui aurait cru qu'à 70 ans nous allions devenir des activistes ? M'a-t-elle demandé hier, alors que nous examinions les demandes d'aide juridique qui étaient arrivées par courrier. J'ai souri en me souvenant de la femme timide que j'étais il y a un an, celle qui se contentait de miettes d'attention et qui permettait aux autres de décider de son destin. Le licenciado Raphaël est devenu plus qu'un simple avocat. Il est le directeur juridique de notre fondation. Nous avons réussi à changer les lois locales qui protègent mieux les personnes âgées et nous travaillons avec des législateurs nationaux pour des réformes plus larges. Sonora Arasli, m'a-t-il dit lors de notre dernière réunion, vous avez fait plus pour les droits des personnes âgées en 6 mois que de nombreuses organisations en des décennies. Chaque soir avant de dormir, je me promène dans les jardins de l'Hacienda et je réfléchis au chemin parcouru. Parfois, je trouve des lettres que les femmes qui sont restées ici laissent dans la boîte aux lettres spéciales que nous avons installée sous le plus grand chêne. Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour récupérer ma dignité, a écrit l'une d'elles. Merci de me démontrer que l'amour propre n'a pas de date d'expiration, disait une autre. Demain arrive un groupe de dames de Guadalajara qui veulent connaître notre histoire et apprendre à créer des refuges similaires dans leur ville. Le mouvement s'étend comme des cercles dans un étang, touchant des vies que je n'aurais jamais imaginé pouvoir atteindre. À mes 70 ans, j'ai découvert que la vieillesse n'est pas la fin de l'histoire, mais peut-être le début du chapitre le plus puissant. J'ai appris que la sagesse accumulée pendant des décennies est une arme plus puissante que la jeunesse et que la dignité perdue peut toujours être récupérée si nous avons le courage de lutter pour elle. Je m'appelle Arasli, j'ai 70 ans, et voici ma déclaration d'indépendance. Je ne permettrai plus jamais à personne de me faire sentir invisible, inutile ou jetable. Et si mon histoire peut inspirer ne serait-ce qu'une seule femme à élever la voix contre la maltraitance, alors chaque larme, chaque trahison et chaque moment de douleur auront valu la peine. Parce qu'à la fin, j'ai découvert que mon défunt mari avait raison. J'étais plus forte que je ne le croyais et j'avais bien plus que je ne l'imaginais, j'avais juste besoin de me rappeler qui j'étais vraiment.